Bonjour Yarol Poupeau, Bonjour. musicien, enfant du rock. Électrique, c'est le nom de l'album, du livre de souvenirs absolument incroyable. Il y a une phrase qui résume tout, si j'arrête, je meurs. J'ai l'impression que vous êtes tombé dans le rock. On va parler bien sûr de Johnny, on va parler de Niagara, on va parler de FFF, on va parler de toute votre vie en musique. Mais la musique d'abord, avant tout, pour toujours. Oui, c'est-à-dire que moi, ça m'a accueilli effectivement enfant, cette envie de faire de la musique et de faire du rock'n'roll. Et je fais partie de ces gens qui ont cette chance inouïe d'avoir fait d'une passion de môme un métier, quoi. Oui, une passion. Ouais. Alors, la passion, elle est incroyable parce qu'elle est faite de rencontres. Comme vous disiez, de passion de môme, c'est-à-dire fond de réaliser des rêves de gosse. Ça a toujours été quand même, le rock, c'est une musique de gamin. Oui, enfin c'est une musique de gamin, c'est une musique... c'est sûr qu'à la base c'était un truc qui s'adressait surtout à une jeunesse au milieu des années 50 qui à mon avis s'ennuyait un petit peu dans ce qui le concerne. Ce qui l'aidait à rester vivant aussi, c'était de toujours être en mouvement et de toujours penser à demain et de savoir que c'était quelqu'un qui était tout sauf nostalgique, et j'essaie d'être comme ça aussi, c'est-à-dire de toujours avoir un nouveau projet, de toujours avoir un nouveau truc et pas de me reposer sur mes lauriers et sur ce que j'ai pu faire avant. Et c'est ça qui aide, je pense, aussi à rester vivant. Vous dites, Yarol, il gérait tout, il décidait de la couleur, il décidait de tout, il était là, Johnny. Oui, non, parce que certaines personnes peuvent peut-être croire qu'on lui disait quoi faire tout le temps. Peut-être que ça a été le cas dans d'autres décennies avant, je sais pas, j'étais pas là. Mais en tout cas, moi, de toute mon expérience avec lui, c'était vraiment lui qui était aux commandes de tout. Enfin, je veux dire, des costumes. Évidemment, il y avait plein d'équipes qui travaillaient pour le show, mais c'était lui qui prenait les décisions, oui. Et alors, il y avait un moment extraordinaire, vous racontez, Yarol, hein, il s'asseyait sur un fauteuil derrière le rideau, tout seul. Il fallait que personne s'approche avant le concert. Oui, il avait une espèce de rituel comme ça. Je ne sais pas à quoi il pensait, s'il se récitait un mantra dans sa tête ou si juste il essayait de se concentrer, mais c'était à chaque fois cette espèce de moment où le temps s'arrêtait, il était assis là comme ça pouvait durer 2, 3, 4, 5 minutes, et personne ne savait ce qui se passait, et puis on attendait, tout le monde était comme ça au taquet, et puis ok, on y va. Et c'était parti. Et alors parfois, 20 minutes avant le concert, il arrivait, il disait, Yarol, cette chanson-là, je la veux plus, on va en mettre une autre à la place. Il fallait suivre, hein. Oui, mais ça, fallait suivre, c'est heureusement. Enfin, je veux dire, faut suivre. Le pire ennemi du rock'n'roll et souvent des concerts, en tout cas, c'est la routine. La routine, on s'ennuie. C'est-à-dire que si on fait 200 fois le même concert, même au bout de la 20e, on en a marre, on a l'impression de tourner en rond, quoi. Donc, ce qui était génial, c'est qu'il avait cette... mais ça a toujours été le cas. La plupart des des gens qui font ce métier à un très haut niveau, que ce soit Springsteen, McCartney ou des gens comme ça, ont cette systématie de changer la setlist et de ne pas faire forcément le même concert tous les jours. On a, tiens, aujourd'hui on va jouer plutôt celle-ci, j'en ai marre de jouer celle-là, on va la changer par celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas jouée, celle-là, hier elle m'a fatigué, on ne va pas la jouer. Voilà, donc c'est juste une manière de continuer à prendre du plaisir sur scène et de jamais s'ennuyer, quoi. On va raconter comment vous êtes arrivé à ça, évidemment, parce qu'il y a tout ce qui se passe avant dans votre vie, Yarol. Mais la rencontre, Johnny, c'est comme un destin. C'est-à-dire qu'au jour, il y a le film Jean-Philippe, hein, et on vous propose, et c'est Lucchini, hein, votre copain, qui propose finalement de jouer de la guitare dans le film. Le guitariste de Johnny, dans le film. Alors, Lucchini, effectivement, je le connaissais déjà depuis longtemps, mais c'est surtout le réalisateur Laurent Tuel, qui était un proche à moi, un ami, qui m'explique qu'il y a une scène où, à la fin, il y a une scène de concert et où c'est le moment où, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais où Jean-Philippe Smith redevient Johnny Hallyday. Il fallait un groupe, il fallait des musiciens, il fallait donc un guitariste. Et moi, je lui dis, vas-y, prends-moi, j'ai envie de faire le rôle, ça va être trop marrant, ça va être cool, et puis d'être avec Johnny et tout. Donc, ils m'ont pris pour jouer le rôle Donc, ma première expérience de guitariste de Johnny, c'était pour de faux, on va dire. Donc, c'était marrant de se retrouver pour de vrai dans la même situation quelques années plus tard. Oui, c'est dingue, parce qu'un jour, c'est en pleine nuit, il vous appelle, il dit, Yarol, tu viens sur la tournée. En pleine nuit, hein. On avait fait un spectacle, pas vraiment un spectacle, on avait fait un petit concert pour une radio.
Donc on avait fait vraiment dans un studio à peine plus grand qu'ici, vraiment comme si c'était un club, des conditions de concert auxquelles moi j'étais habitué depuis les débuts, c'est-à-dire vraiment... Donc ça s'était très très bien passé ce concert, et il repartait à Los Angeles le lendemain pour préparer sa tournée et tout, et donc après l'émission de radio, on se dit au revoir, salut, bon bah c'était vachement bien, à bientôt, on se rappellera, on se reverra quand je reviendrai à Paris. Et puis je rentre chez moi, et effectivement, et à 2h du matin, il m'appelle, il me dit, dis donc, est-ce que ça te brancherait de venir avec moi en tournée ? Oui, ça c'est quand même hallucinant, non ? Comme ça. Oui, c'est-à-dire que sur le moment... Yarol, vous vous dites, je sais pas si c'est vrai, mais on va voir demain matin, puis le lendemain matin, ouais, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que moi, je le connaissais pas très bien encore à l'époque, je me dis, bon, si ça se trouve, je sais pas, il a bu un coup, il a eu un flash, ou le lendemain, on va lui dire, ah non, c'est trop tard, on a déjà booké l'équipe, ou... Mais non. Ouais. Non, quelle histoire. Incroyable histoire. Puis alors, vous allez aller à Stade avec lui, dans sa maison. Alors, vous lui racontez des choses très drôles. Par exemple, il planquait une bouteille de vodka dans la neige à la fenêtre. Et comme un gamin, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se planquait pour aller boire son... Bon, oui, il y a plein de trucs comme ça. C'est comme quand on était allé, par exemple, une fois à Los Angeles, et il allait manger des hot dogs en douce dans un restaurant de hot dogs qu'il aimait bien, alors qu'il était censé être au régime pour perdre du poids pour attaquer la tournée. Mais il me disait surtout, tu le diras à personne, que j'ai mangé mon hot dog. Enfin oui, il avait un côté comme ça, gamin, et ça l'amusait beaucoup de faire, de transgresser un peu les trucs qu'il n'avait pas le droit de faire. Ouais, et puis alors il vous dit, alors Yarol, t'es pas tatoué. Pas possible, tu peux pas rock'n'roller pas tatoué. Il veut que vous fassiez des tatouages partout. Hein ? Ah ouais, bah non. Et là, non. Non, Yarol dit non. Parce qu'il fallait savoir lui dire non à Johnny. Hein ? Mais, oui, non, et puis... Comment dire, quand j'étais moi, le tatouage, c'était... Les mecs qui étaient tatoués, ça voulait dire quelque chose. C'était ça représentait, c'était soit des mecs qui avaient fait de la tôle, soit des légionnaires. Enfin, il y avait un truc de bandits, de pirates, de voyous un peu avec le tatouage. À partir du moment où le tatouage est devenu un truc tellement commun et que tout le monde, pour un oui, pour un non, se fait tatouer un truc sur le mollet ou sur l'avant-bras, moi, je trouve que ça a un peu perdu de sa signification, et donc je voyais pas l'intérêt de me faire tatouer des trucs comme ça. En fait, je trouve qu'en fait, dans notre métier, en tout cas, les vrais tatoués, maintenant, c'est nous. Ouais. C'est ceux qui n'ont pas de tatouage. Ouais. Qu'on est devenu plus rare. Voilà. Alors, il y a quand même un jour, les concerts sont extraordinaires. On voyait la tournée rester vivant. Et où après un concert à Québec, que j'ai vu, et c'était formidable, avec une bande de bikers, un souvenir incroyable. Et après, vous allez vous balader, quand vous restez un petit peu aux États-Unis, vous vous retrouvez pris avec, disons, des substances dans les poches. Et là, mauvais souvenir, parce que vous devez jouer, je crois, à Épernay 2 jours après, et vous êtes, comme on dit, dans la mouise, pour parler franchement. Hein ? Bah ouais, c'est des choses qui arrivent, quoi. Bah ouais, j'étais en prison, quoi. Vous étiez en prison ? Bah ouais, bon, ouais. Voilà. Et alors, vous arrivez 1 heure avant le concert ? Ouais. Oh. Bah oui, c'est-à-dire que le temps tournait, puis moi j'étais en prison à New York City, alors que les autres étaient en train de s'installer pour monter sur scène à Épernay, mais donc heureusement tout est bien qui finit bien. Ouais, bah après que Johnny, quand il a appris ça, comment il a réagi ? Bon, il a appris un peu de temps après, il a réagi, c'est-à-dire que ça l'a fait marrer, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un de ses musiciens qui avait des problèmes avec la police, quoi. Donc ça lui a plu, il a trouvé ça. Il m'a dit, ça c'est rock'n'roll quand même. Ouais. C'est sûr que le milieu des musiciens qui l'entouraient étaient des gens qui étaient quand même un peu plus. Enfin, ça faisait longtemps, voilà, ça lui a rappelé peut-être des bons ou de mauvais souvenirs, mais. Ouais, ce qui est fou, c'est sur scène, vous dites, même pendant des moments dramatiques, il jetait des coups d'œil, il faisait des grimaces, il se marrait. C'était la force de Johnny sur scène. Bah oui, c'était. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens où on a l'impression que c'est vraiment là où ils sont le plus à l'aise, où ils sont le plus eux-mêmes, en fait. C'était quelqu'un, quand même, Johnny, d'assez réservé, d'assez timide, d'assez calme. C'était pas forcément un extraverti toute la journée. Mais une fois sur scène, il ne pouvait plus rien lui arriver. Il se sentait en sécurité, il se sentait dans l'environnement qu'il avait choisi, dans lequel il avait choisi d'être. Et là, il était vraiment... oui, il faisait des blagues, il déconnait. Ouais. Quand il y a l'attentat au Bataclan, il dit « Je veux continuer les concerts, on ne s'arrête pas ». Ah bah oui. Ça, vous êtes oui, c'était un il ne veut pas s'arrêter. Non, c'était un truc... Oui, c'est-à-dire que évidemment la question se pose, est-ce qu'on joue donc le 14 novembre, est-ce qu'on annule, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui avaient peur pour leur truc. Non, on est là, on joue, on fait le concert quand même, et puis quoi encore Non, et puis ça le... Et de toute façon,
Ouais, déjà, ça, c'était important pour lui de monter sur scène, de faire la musique. Et puis, c'est quelqu'un qui avait aussi cette envie ce goût du risque, de braver les interdits et de... Voilà, donc c'est pas parce qu'on va nous interdire de jouer, qui va nous interdire de jouer? Non, on monte sur scène, on joue, quoi. Ouais. Et alors là, les vieilles canailles. Mais avant, vous apprenez à un moment qu'il a ce cancer, cette saleté de cancer. Et il est toujours battant. Il est toujours là, Johnny. Bah oui, il est toujours battant. Il remonte sur scène. Le mec, il fait une chimio à 14h, il est sur scène à 20h30 le même jour. Donc si c'est pas un battant, ça... Ouais. Mais à la fin, il arrive de plus en plus tard. On comprend, hein. C'est dur. Ah oui, c'est fatigué. Bah oui. Mais ce qu'il a fait, c'est surhumain. Enfin, c'était surhumain quand même. D'être en phase limite terminale de cette maladie et de faire des concerts tous les soirs. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres exemples. Ouais. Vous allez à Marne-la-Coquette. C'est sur des moments très difficiles. Johnny regarde des films, des séries B toute la journée. C'était ça son truc. Oui, enfin, il regardait... Avant, il regardait effectivement un peu tout ce qui passait sur des chaînes. Il a été abonné à des milliers de chaînes. Donc, il aimait bien les films d'action. Il aimait bien les films un peu... effectivement, un peu plus... il aimait bien les films d'horreur, par exemple. Mais vers la fin, c'est marrant parce qu'il s'était... Ses goûts cinématographiques, il était revenu vers des films qu'il avait aimés quand il était môme. Donc, on matait plus de western, de vieux polars, de vieux films hollywoodiens. Il était moins dans la baston et le... On sentait qu'il avait envie de revenir à des films qu'il avait aimés gamin. Et, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, un jour, vous croisez Eddie en larmes. Bah oui, c'était son meilleur pote. Vous le croisez parce qu'il sort de la chambre de Dieu. Oui. C'est quand même extraordinaire ce qui arrive à ce moment-là, parce que le concert à la Madeleine, c'est parce que l'émotion de jouer du Johnny, aussi à Saint-Barth, dans ses tout derniers instants, de jouer Love Me Tender, c'est dernier morceau que vous avez joué pour lui. Ouais. C'était le meilleur moyen de dire au revoir, c'était le meilleur moyen, en tout cas, pour nous, musiciens, de l'accompagner. Voilà. Et puis, c'était aussi, pour moi, en tout cas, une manière de faire mon deuil et de ne pas me retrouver complètement désarçonné, assis dans l'église de la Madeleine ou... comme ça, hébété. Voilà, au moins là, on avait la guitare, on avait préparé le concert, on avait répété, on avait mis au point le truc, on était sur scène, on jouait les morceaux, on était ensemble avec les musiciens, avec l'équipe technique qui l'entourait, avec ses proches, les gens qui lui avaient vraiment suivi depuis de très très longues années. Donc il y avait vraiment une manière d'être entre nous, un petit peu en dehors de tout ce qu'on pouvait imaginer comme... Voilà, il y avait un côté un petit peu nous en famille aussi, la famille de musiciens et de techniciens qui étaient avec lui, quoi. Ouais. Yarol, on va entendre un truc qui n'a rien à voir, parce que ça, c'est dans le bouquin. Parce que vraiment, je veux qu'on parle de comment on en arrive là, comment devient le musicien de Johnny. D'ailleurs, dont vous dites qu'il aurait rêvé, il voulait être le chanteur d'un groupe. Il ne voulait pas être Johnny, puis les autres, il est le chanteur du groupe, hein, c'est ça? Bah oui, complètement, oui. C'est-à-dire que ça, c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, t'as la chance, t'as fait des groupes et tout. Moi, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être le chanteur avec les musiciens derrière. J'ai envie qu'on soit ensemble, qu'il se passe quelque chose. Ouais, ce qu'on entend, écoutez ça. Ah oui. Ça doit vous rappeler un truc. Ça fait complètement. C'est la première fois, j'allais dire, vous chantez le blues du dentiste, Boris Vian, rendu célèbre par Henri Salvador, vous chantez ça. Ouais. Vous êtes gamin. En recording. Ouais, en recording, oui. Il prenait le pseudo comme ça, chanter du Boris Vian. Et vous grandissez. Bon, votre maman, elle travaille dans le milieu du cinéma, elle est attachée de presse des films de Sagan. Le lac de Duras. De Duras. Ouais, de Duras. Et et puis à un moment donné, vous avez une nounou, par exemple, tiens, on peut le dire, ça? Oui, elle travaillait, en fait, elle était dans un milieu de cinéma, un petit peu d'auteur et un cinéma un peu underground. Et donc, c'est un milieu, c'était un peu comme une famille, tous les gens avec qui elle travaillait. Et elle était très amie avec Isabelle Adjani, qui avait déjà démarré sa carrière, mais qui n'était pas encore devenue la star qu'elle est devenue ensuite. Et donc, une fois ou deux, c'était elle qui nous avait gardés, quoi. Donc, donc une nounou qui s'appelle Isabelle Adjani. Voilà. Alors après, vous avez continué. À 11 ans, vous jouez, vous faites un bœuf avec Higelin. Il joue au piano, lui. Oui, pareil, ça, c'était, en fait...
à l'anniversaire d'une amie de notre mère encore qui s'appelle Catherine Ribeiro. Vous vous rappelez de Catherine Ribeiro? Avec le groupe Alpes. Exactement. Extraordinaire. Voilà, donc je sais une pas espèce de mouvance un peu qu'elle a du talent. Une espèce de mouvance un peu fin des 60, début 70, un peu free rock, complètement barré, un peu hippie. Et donc Catherine Ribeiro, qui était une très bonne amie, était amie aussi avec Higelin. Et donc à son anniversaire, moi j'avais déjà découvert le rock'n'roll et je louchais sur le moindre instrument que je voyais traîner dans un coin. Et il était au piano, il jouait du piano, et il y avait une basse, je me rappelle, qui était là. Il y avait peut-être une guitare quelque part, mais moi je me rappelle de la basse. Et il voyait que j'étais là, que je le regardais, il me dit, bah tiens, prends la basse, tu prends la grosse corne, et tu m'accompagnes, et tu fais juste doum, 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 doum sur la grosse corne. Et il s'était mis à improviser un blues en mi. Voilà, et moi Et ça suit. Et j'ai suivi, enfin j'ai fait ce que je pouvais. Mais quel souvenir, par exemple, quand Chuck Berry casse une corde de sa guitare et vous lui filez votre guitare. Ça, c'est quand même un geste... C'était un moment incroyable. C'était à Bratislava, en Slovaquie. Et il y avait un festival de rock et il y avait, je me rappelle très bien les artistes ce jour-là, c'était La Souris Déglinguée, un groupe de punk français, FFF et Chuck Berry. Chuck Berry, comme d'habitude, arrive les mains dans les poches parce que Chuck Berry voyageait en avion, mais il s'emmerdait pas avec des musiciens ou des instruments et du matos. Donc, à chaque fois, tout était loué. Les musiciens étaient loués aussi, souvent. Et donc, Chuck Berry monte sur scène, démarre son concert, et au bout de 3-4 chansons, casse une corde sur la guitare qu'on lui a prêtée. Et évidemment, il n'y a pas de guitare de rechange. Donc, nous, on file dans le camion avec les techniciens de FFF, on ressort ma guitare, on l'accorde vite fait sur le côté de la scène, et on lui tend. Et Chuck Berry voit la guitare, merci, hop. Il repose la sienne qui n'avait plus de cordes, il prend la mienne et il termine tout son concert. Ça, il a joué. Et moi, c'est vraiment un rêve de gamin, ça. Mais Chuck Berry, quand j'étais môme, mais toujours aujourd'hui, c'était vraiment une idole. C'est pour n'importe quel guitariste qui fait du rock'n'roll, c'est un des mecs, c'est un des pionniers, un des mecs qui a inventé la guitare électrique moderne. Et alors, il y a vous en parlez, FFF. Ça y est, vous vous retrouvez dans un groupe qui va cartonner. On va entendre un des morceaux d'ailleurs. C'est partie de la playlist, on trouve des playlists de morceaux, c'est formidable dans ce livre, ça donne envie de réécouter plein de musique. FFF, dites-moi 2 mots, c'était quoi l'idée de ce groupe absolument incroyable? Fédération française de funk. Oui, en fait, c'était une période à la fin des années 80, début des années 90, où il y a tout un mouvement d'une musique... un peu hybride, métissé entre le rap, le funk, le rock'n'roll, voire même le métal par moments, ça se mélangeait, tout ça. Il y avait eu les Red Hot Chili Peppers aux États-Unis qui avaient commencé à faire parler d'eux. Il y avait un groupe hollandais qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Urban Dance Squad. Même des groupes comme la Mano Negra faisaient beaucoup de métissage, de mélange dans leur musique. Et donc nous, c'était le truc dont on avait envie, quoi. C'est-à-dire qu'on venait chacun d'univers musicaux différents. Marco, lui, était plus vraiment dans le funk pur et dur. Moi, plus dans le rock'n'roll. Le bassiste un peu plus dans des trucs de rap et de musique un peu plus extrême, les prémices de la musique électronique. Voilà, on s'est mis ensemble pour justement créer cette fusion, ce melting pot musical qu'a donné FFF. Comme on entend ici dans le morceau Barbès, regardez. Alors là, vous disiez, Yarol, c'était la guitare envoyée sur le clip prêtée à Chuck Berry. Ouais, c'est vrai? Ouais, la Les Paul rouge là. Ouais. Et alors, si on entend d'ailleurs... Tiens, faisons-nous plaisir, écoutons Chuck Berry. Chuck Berry, qu'est-ce qui fait que quand on est gamin, on rêve de devenir guitariste quand on entend ça, quand on entend Roll Over Beethoven? Yarol. Je sais pas, l'énergie, ce que ça dégage, je sais pas, moi, quand j'étais môme, je pouvais pas rester en place, quoi, quand j'écoutais ça. Ça me donnait envie de bouger, ça me donnait envie de faire pareil. Si on arrivait à définir scientifiquement pourquoi... je sais pas, il y a une liberté dans cette musique, il y a une façon de... Je sais pas, c'est rugueux, c'est un peu dangereux, c'est pas clean, c'est pas lisse, je sais pas, il y a un truc qui m'a tout de suite parlé, quoi. Ouais, on voit derrière plein de disques. Ouais, bien sûr, Feel Good. Voilà, directeur Feel Good. Bien sûr. Trust, il va y avoir toute une Nick histoire Deville. avec AC/DC, vous êtes complètement fan de AC/DC. Bien sûr. Tout ça, ça influence, tout ça, ça donne envie d'aller sur les routes, de rencontrer le groupe Niagara qui va cartonner. Votre vie, c'est ça, c'est des rencontres. Mais la musique, toujours.
Bah, c'est des rencontres, on va dire, musicales avant tout. Hein. C'est-à-dire que moi, oui, j'étais vraiment assez obsédé, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de faire de la musique et j'étais prêt à presque à tout pour y arriver. Donc oui, j'essayais de. Après, c'est aussi, je crois que c'est David Bowie qui avait. On lui demandait, mais c'est quoi comment est-ce qu'on réussit dans la musique? Et il avait dessiné un espèce de camembert en mettant, c'est 70% de chance, 20% de talent et 10% de boulot, quoi. Mais voilà, donc il y a eu effectivement une... Oui, voilà, bon, je sais pas. Mais là, au bon moment, quoi. Deux autres souvenirs, ça va nous reparler de Johnny, mais quand même, écoutez ce morceau-là, parce que quand on parlait de chance, vous vous retrouvez à Taratata, et Johnny chante cette adaptation de Creedence Clearwater Revival, incroyable groupe d'ailleurs, hein. John Fogerty, bien sûr, John Fogerty, Fortunate Son, et qui devient fils de personne. C'est Johnny qui chantait ça dans les années 70, écoutez ça. Et donc vous allez accompagner, j'allais dire, dans Taratata, Johnny. Ça, c'est quand même le destin. Le rock, c'est ça. Comment dire, ça se décide pas, ça vient. C'est une forme de destin. Oui, enfin, c'est Mathieu Chédid qui m'avait invité à jouer sur cette émission. Et alors, ça a venu, mais je l'ai quand même un peu tanné, Mathieu. C'est-à-dire que je l'avais croisé, il venait de finir l'album avec Johnny. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi? Ben là, c'est super, on prépare, on va faire Taratata. Et je lui ai dit, vas-y, il faut que tu m'invites, il faut que tu viennes, il faut que je vienne, je veux venir jouer avec vous, il faut que tu m'invites à Taratata, je veux venir à Taratata. Je l'ai pas lâché, quoi. Et donc, très bien, viens jouer avec nous à Taratata. Ouais. Et alors, il y a une autre chanson de Johnny qui a une histoire incroyable, je trouve. C'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est vous, Yarol, vous étiez le directeur artistique de Johnny. Un fan qui écrit une chanson pour son idole. Ça arrive. Vous recevez le texte. Ouais. Et vous vous dites, bon sang, ça serait génial que Johnny fasse un disque entier rien qu'avec des chansons de ses fans. C'était un rêve, quoi. Ben oui, en fait, au final, il y en a une qui a été écrite par un fan. Mais c'était une histoire super. Et puis en plus, ce qui est vraiment marrant, c'est que donc, ce mec, Boris Lano, là, que je salue d'ailleurs, me tend un classeur avec plein de chansons qu'il avait écrites pour Johnny. Il voulait écrire tout l'album pour Johnny. Il se trouve qu'au moment où il m'a donné ce classeur, l'album de l'amour était déjà fini, sortait. Mais du coup, avec le directeur artistique, on met ses textes de côté. Et plus tard, quand on travaille sur ce dernier album, là, Mon pays c'est l'amour, avec Maxime Nucci, Yodelis, on cherche des textes à interpréter, à mettre en musique, et on retombe sur ce classeur et on fouille, et dedans il y en a un qui s'appelle Tomber encore, qui nous parle, on le trouve intéressant. Et ça donne ça, écoutez. Ta peau de sable blanc s'est faite nuit d'orage. Ça quand même, hein. Quand un fan il entend, vous mettez évidemment ce texte en musique, Yarol. Oui, mais alors le truc qui est marrant, c'est que l'anecdote qui est marrante sur ce truc, c'est que le directeur artistique avait complètement perdu les coordonnées du gars. Donc on était là, on avait enregistré sa chanson, c'est en plus un peu en secret parce que personne ne savait qu'on bossait sur ce disque. Et Boris, il ne savait pas lui que son rêve. En tout cas, c'était réalisé, quoi, que Johnny avait interprété. Et il finit par croiser, justement, Bertrand Lamblot, ce directeur artistique-là, à un concert de je ne sais plus quoi, à la Cigale. Et le mec lui dit, mais attends, mais toi, t'as vraiment de la chance, mon pote, parce que je cherche tes coordonnées depuis 2 mois, parce qu'on a enregistré une de tes chansons. Il a dû tomber à la renverse. Hein? C'est le plus beau jour. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça lui a fait plaisir. Il en a écrit un bouquin, d'ailleurs. Mais l'émotion, pour vous, je sens, Yarol, que je reprends cette phrase incroyable, c'est « si j'arrête, je meurs ». C'est vous, ça. Ouais, enfin, en tout cas... Électrique, hein, électrique, comme le titre du bouquin. Oui, mais c'est un truc, j'ai essayé de... Comment dire ? Le premier chapitre s'appelle Pas de plan B aussi. Hein. Ouais, donc j'ai essayé un peu... Alors j'ai pris un risque de mettre un peu toutes mes billes dans le même panier, quoi, mes œufs dans le même panier. Et voilà, donc un peu ça passe ou ça casse. Et de toute façon, voilà,
j'ai réussi à en faire ma vie, c'est énorme. Et voilà, c'est sûr que l'énergie qu'on a, bon, alors en ce moment, on est un petit peu en stand-by, malheureusement, mais ça va à cause changer, de la ça. crise sanitaire qu'on connaît tous. Ouais. Donc, Mais je pense on quand a même qu'une un hâte, truc, c'est quand vous vous jetez dans la foule, dans les concerts de Johnny, il y en a qui vous disent « Ah, faut pas faire ça !» Et Johnny vous dit « Attends, Yarol, tu refais ça demain. » Bah oui. C'est génial, se jeter comme ça dans le public. Bah oui, bah ça fait partie comment dire, de la panoplie des artifices d'un concert de rock de nos jours. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein. Avec FFF, c'était... Ouais. Là, je le faisais avec Johnny. Personne ne l'avait fait avant avec Johnny. Enfin, à ma connaissance. Mais pour les concerts d'FFF, c'était en permanence. On est passé autant de temps dans la salle que voilà. Ouais. Waouh. Ça n'a pas de prix, cette émotion-là. Ben, oui, enfin, ça, c'est rigolo. C'est moins... comment dire, c'est... Non, ce qui est important, c'est quand on joue, quoi, quand il se passe un truc, vraiment l'osmose avec le groupe, la musique, le son, le public, les lumières, le truc, c'est un peu comme je sais pas, un espèce un manège très très puissant, très très fort, quoi, comme un roller coaster. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui c'est un peu comme... C'est pour ça que le bouquin s'appelle Électrique. On a vraiment les doigts dans la prise et on sent que si on enlève si ça s'éteint, si ça se coupe, la descente va être tellement violente que oui, on risque d'y passer, oui. Ouais. Allez, faut pas couper le courant. Non. Yarol, coupe pas le courant. I Ça won't. s'appelle Électrique, donc ce livre publié chez Plomb, c'est incroyable. Je disais, il y a une playlist, ça donne envie d'écouter des heures et des heures C'était de le but du musique, jeu, hein. et c'est un bonheur. Merci beaucoup, Ben, merci Yarol. beaucoup à vous. La scène vous attend vite, Ben oui, on faut brancher espère. la guitare. Qu'on reprenne Yarol J'ai Poupeau mon était nouvel avec album, nous. d'ailleurs, je viens de finir. J'en ai profité, du coup, l'absence de concert, pour finir mon second album qui va sortir au printemps, là. On vous attend. Merci Voilà. Yarol. Merci à vous.